Hello, everybody, and welcome. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de Parlons des Popotins de Cancer Colorectal Canada. Cancer Colorectal Canada, le principal organisme sans but lucratif de défense des droits des patients atteints de cancer colorectal au pays. Parlons des Popotins, notre série d'entrevues vidéo informelles et conversationnelles où nous discutons avec des experts de sujets qui pourraient vous intéresser, que vous soyez un patient, un proche aidant, un survivant ou un professionnel de la santé atteint de cancer colorectal. Je m'appelle Carl Binman, je suis votre animateur aujourd'hui. Nous accueillons le Dr Mélissa Fernandez, qui est professeure adjointe de l'École des sciences de la nutrition de l'Université d'Ottawa et professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de l'Alberta. Ses recherches portent sur la compréhension de l'influence d'Internet et des nouvelles technologies sur la façon dont les consommateurs achètent des aliments et communiquent à leur sujet. L'objectif de ces recherches est d'élaborer des stratégies pour aider le public à faire des choix alimentaires sains dans un environnement numérique de plus en plus complexe. Dr Fernandez mène actuellement des recherches sur le commerce alimentaire en ligne, les influenceurs en nutrition, la désinformation nutritionnelle sur les réseaux sociaux et les liens entre connaissances alimentaires, santé mentale et bien-être. Nous vous doutez bien que notre conversation aujourd'hui portera sur la nutrition et l'Internet. Dr Fernandez, merci beaucoup d'être parmi nous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Super. Alors, peut-être commençons avec un scénario qui va être très familier pour les gens. On écoute le vidéo termine et on leur recommande des choses qui sont comme cet aliment cause le cancer ou cet aliment va guérir votre cancer ou va évacuer vos intestins. Pourquoi est-ce que ça arrive? Alors, pourquoi ça arrive? La réponse simple, la réponse courte, ce sont les algorithmes. Et la réalité, c'est que notre information, et là, tout ce qu'on clique, tout ce qu'on écoute, ça va quelque part. C'est enregistré et ça nous revient en publicité payée. Alors, les gens s'enregistrent à certaines plateformes. Les plateformes permettent aux gens de payer. Alors, je veux voir ou je veux parler à des gens de certain âge ou avec un intérêt en nourriture, en nutrition. Comme ça, ils peuvent diriger leurs produits directement à votre écran, votre ordinateur, votre téléphone. Alors ça, c'est la réponse courte. Pourquoi ça arrive? Tout ce que vous faites en ligne s'en va quelque part et cette information-là est vendue et réutilisée pour vous vendre des choses et pour essayer de faire en sorte que vous allez acheter des choses que vous n'avez pas besoin, vous dire que vous avez besoin des choses que vous n'avez pas besoin. Oui, et je pense que surtout avec, nous on parle de cancer colorectal, c'est notre émission, et le cancer colorectal a d'une très grande façon, la diète, la nutrition, la santé digestive. On a eu d'autres émissions où on a parlé spécifiquement de la santé nutritive. Ils savent que vous êtes intéressé par ça, mais c'est quoi l'information qu'on vous sert basée sur cet intérêt-là? Alors, l'information peut être n'importe quoi et la réalité, c'est que les gens qui bâtissent cette information-là, souvent, hein, c'est dans le but de faire un profit, que ça soit vous vendre quelque chose. Et ça peut être un produit tangible, un thé, un cleanse, un service. Vous devrez prendre cette prise de sang pour vous dire exactement quoi manger. Ou ça peut être vous vendre une idéologie. Alors, si vous souscrivez à une façon de penser sur ce que vous devez faire pour vous rendre plus sain, plus en santé, alors, on a cette culture, les différents produits, la façon de faire des profits. Et là, le plus on clique, alors tout ça va quelque part et ça fait de l'argent pour différentes compagnies. Alors, l'information qui est le plus cliquable et qui a le potentiel d'être viral va être promu dans sur vos plateformes plus souvent. Alors, il y a différentes choses qu'on peut faire pour réduire ça, réduire le bruit, mais ça, c'est pourquoi ça arrive. Et cette information-là peut être, comme j'ai dit, un produit, service ou juste des idées. Alors, ça peut être au sujet de seulement
manger des plantes, pas de sucre, pas de seulement manger de la viande. Et il y a différents intérêts commerciaux de pourquoi cette information-là vous est communiquée. Et c'est très difficile de comprendre où les intérêts commerciaux, où ils viennent. Est-ce que ça vient de l'industrie alimentaire? Est-ce que ça vient d'un organisme politique? Et ça, c'est un peu plus obscur, mais ça vient tous d'une idéologie où ça vient tout de profit, hein. Oui, puis on va parler un peu plus tard des étapes qu'on peut prendre en tant qu'individu pour utiliser les plateformes où il y a beaucoup d'activités, tu sais, pour mitiger les risques et s'assurer qu'on a de la bonne information. Mais je pense que pointer aux sources d'informations qu'on reçoit, tu sais, bon, on écoute et ça vient d'une compagnie spécifique ou un influenceur qui veulent devenir de plus en plus populaires. Alors, je sais pas c'est quoi t'sais, le modèle économique pour les influenceurs en nutrition, mais c'est très distinct de vous donner la bonne information pour votre santé. Oui, absolument. Et c'est là que c'est très difficile parce qu'on a des entrepreneurs. Et les influenceurs nutritionnels, ce sont des entrepreneurs. Mais il y a aussi toute l'industrie de bien-être qui est des milliards de dollars. Et on rentre l'alimentaire et même des fois le pharmaceutique. Mais il y a beaucoup d'intérêts commerciaux là-dedans. Et ce gros morceau commercial, c'est souvent ça surplombe les professionnels, les gens qui essaient de communiquer de la bonne information sur la santé. Quoi manger? Qu'est-ce que vous avez besoin pour être en santé, pour maintenir la santé, pour maintenir euh, le plus d'années sans être malade. Alors, c'est un peu comme une bataille qu'on va perdre. On est tellement petit dans les groupes de vraies informations. On est rare et on est vraiment surplombé par les intérêts commerciaux. Alors, être plus petit en nombre, on a plus de difficultés à rentrer dans vos plateformes et on n'a pas l'argent. Tu sais, si on n'est pas des influenceurs, alors on n'a pas l'argent à dépenser pour être sur vos réseaux. Mais aussi, l'information qu'on partage est pas aussi attirante. Oh, vous allez pas voir des nutritionnistes dire ça, c'est les 5 nourritures qui vont guérir votre cancer ou vous sauver du cancer. Parce que on a, tu sais, des bureaux d'éthique auxquels on doit se plier et on doit donner de l'information nuancée. Et de l'information nuancée, ce n'est pas sexy. C'est la réalité. Alors, on est plus petit, on est moins de gens et nos messages sont moins attirants. Nos messages sont très simples. Modération, c'est la clé. Ça, c'est clé. Manger une variété de nourriture, ça, c'est un autre message clé. Et comment est-ce qu'on rend ça sexy? C'est un gros défi. Oui, puis de ce que j'en comprends, les algorithmes sur les médias sociaux sont faits pour garder votre engagement. Puis ce qui est engageant, c'est nouveau, nouveau. Tu sais, entendre la même chose, mangez vos légumes, c'est pas aussi engageant, attirant. Alors, est-ce qu'il y a des raisons systémiques que cette information a grandi sur les médias sociaux? Oui, et je pense pas que c'est très différent de avant les médias sociaux. Tu sais, le sensationnalisme, les tabloïds, c'est similaire pour ce qui est du comportement des humains. On va vers ces histoires-là. C'est juste que les plateformes, les algorithmes, euh, et de façon disproportionnée, étendue cette information-là. Alors, encore une fois, si la bonne information rentre pas dans l'algorithme, alors vous allez pas vraisemblablement la voir ou elle va pas être dans votre
dans vos pages. Alors, il faut peut-être aller à la deuxième, troisième, quatrième page avant de l'avoir. Et ça peut être problématique. Et des sources de bonne information, comme Cancer Colorectal Canada, ben peut-être ont pas les ressources ou l'expertise en marketing pour pouvoir équilibrer les pouvoirs commerciaux. Oui, et je crois que euh, moi, je suis allé à l'école en journalisme et c'est un programme un peu quasi-journalistique. Puis une des choses qu'on remarque, c'est que l'intérêt des nutritionnistes c'est un vrai intérêt. Mais il y a aussi une chose épistémique de vérité. Tu sais, la vérité est bonne. Et on devrait faire des décisions basées sur les faits. Et ça prend du temps de recueillir les faits et évaluer. Et je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai toujours de la difficulté dans ces genres de choses-là parce que si demain, les gens décident, ah, ben c'est de la slop puis je veux plus le voir, c'est fini, il n'y a plus de problème. Mais il y a un appétit pour les solutions rapides, pour le truc singulier et les choses qu'on voit dans l'environnement numérique. Mais ça semble être humain aussi. Et je pense qu'avoir de l'empathie pour les gens qui sont sur les médias sociaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet élément humain qui soutient ces habitudes-là? Comme vous avez dit, ça existait avant les médias sociaux. C'est une excellente question. Et c'est très difficile à répondre, mais on a beaucoup de discussions sur parler au public, aux consommateurs tôt pour introduire une littératie critique des médias sociaux et du numérique. Alors, un curriculum au secondaire, je sais que c'est déjà très plein, mais idéalement, vous devriez commencer à parler de cette littératie-là, parce que c'est pas juste au niveau de la nutrition, c'est beaucoup de domaines. Et c'est de commencer au primaire, et on bâtit au secondaire, et on continue dans le post-secondaire. À l'université, on devrait regarder à l'IA, pas juste les médias sociaux, mais l'IA qui génère et qui est oui, qui rend ça plus facile de générer cette slop-là. Alors, tu sais, il y a aussi de la fatigue d'information et juste trouver qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ça peut être un gros défi et fatigant de devoir faire ça avec tout ce qu'on voit. Alors, une des choses qui serait le plus intéressant, c'est la littératie numérique. On a parlé des différentes pressions et des choses qui peuvent voir cette information-là arriver. Et vous avez parlé de la façon dont on reçoit tellement d'informations que ça devient comme ton travail de trouver qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est pas. Et ça, c'est épuisant. C'est une autre étape à rajouter aux gens qui pensent qu'ils ont déjà trop à faire. Puis si on parle du cancer colorectal, qui gère 3 millions de choses déjà, hein, je pense que le désir de... OK, aidez-moi là. Je pense que c'est très vrai. Alors, peut-être on peut parler de quelles sont les façons à l'extérieur de parler aux gens au secondaire. Mais, tu sais, si je suis au centre de cette information-là et je veux de la bonne information, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Alors, une des choses que j'ai entendues de une de mes élèves de maîtrise, elle est influenceur elle-même en nutrition, puis elle a plusieurs gens qui la suivent. Une, c'est de protéger les oreilles et les yeux. Et là, c'est des choses qu'on peut tous faire dans les médias sociaux. Alors, cliquez sur les petits points, bloquez et informez-vous. Où est-ce que la publicité vient? OK, ça vient de Lituanie. Alors, si vous voulez que c'est un produit de santé naturelle qui vous dit vous devez
faire ça pour, tu sais, améliorer votre microbiote, pour prévenir votre cancer ou pour réduire le cancer. D'où est-ce que vient l'information? Et ça, c'est prendre une seconde, quelques secondes, pour s'informer et gérer votre fil d'actualité, ce que vous voyez pour minimiser comment les algorithmes font la promotion, pour vous donner un petit peu plus de contrôle sur ce à quoi vous êtes exposé. Ça, c'est une des choses simples qu'on peut faire pour protéger les yeux, protéger les oreilles en choisissant ce que vous voyez. Alors, suivre, retirer, choisissez qui vous voulez suivre, qui vous voulez plus suivre. Oui, ou juste partir des médias sociaux, mais ça semble être gros pour les gens. Oui, c'est beaucoup demandé. Il y a définitivement les gens qui vont prendre des pauses de médias sociaux, mais la réalité des gens, c'est que les réseaux ont besoin d'une certaine intégration des médias sociaux, oui. Oui, puis une des choses dont on n'a pas trop discuté, puis je suis surpris que tu l'as pas mentionné, c'est aller trouver une nutritionniste. Oui, et ça, c'est une des autres choses. Alors, il y a deux choses. Une, c'est soyez sceptique. Alors, c'est super d'avoir une dose de scepticisme pour tout ce que vous voyez, vous lisez. La prochaine partie de ça, c'est de valider l'information. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un nutritionniste. Ça peut être cher si vous n'êtes pas éligible pour un nutritionniste pour votre propre santé. Alors, malheureusement, dans beaucoup de cas, plusieurs provinces au Canada, l'accès aux nutritionnistes est limité à moins que vous ayez une condition puis vous êtes référé. Certaines provinces ont une plateforme qui s'appelle Appeler un nutritionniste. Je pense pas qu'on l'a en Ontario au Québec, mais ils l'ont à Terre-Neuve. Mais oui, la chose logique, consulter un nutritionniste, consulter un médecin si vous avez besoin de conseils médicaux, si vous avez besoin des conseils professionnels quelconques, allez voir un professionnel dans ce champ-là. Mais la réalité, c'est que les gens vont aux médias sociaux puis ils utilisent des outils comme l'IA et c'est dur d'avoir accès aux professionnels. Oui, puis à vous entendre parler, ce qui semble être, c'est que ce qui est facile, les médias sociaux, c'est ce qui est disponible. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la vraie information. Tu sais, il faut appeler les services sociaux pour parler à un nutritionniste, avoir un plan. Alors, la friction est dans le mauvais endroit. Oui, puis c'est un excellent mot. Il y a beaucoup de friction à avoir la bonne information et d'appliquer la bonne information. Alors, c'est pas juste d'avoir la bonne information, c'est d'être capable de l'appliquer parce que tout le monde sait qu'ils doivent manger des légumes. Alors, ça, c'est bon, c'est vrai. Mais aller et le trouver et faire en sorte que ça soit une habitude. Il y a beaucoup de friction en général dans la bonne nutrition. Ça n'a pas besoin d'être là, euh, mais il y a beaucoup de choses qui retirent la friction. Oui. Et je dirais pour les gens qui écoutent, on a beaucoup de ressources pour couvrir tous vos besoins pour ce qui est du cancer colorectal. Si vous avez besoin d'informations nutritionnelles, nous, on est quelqu'un à qui vous pouvez parler. On a des programmes qu'on a développés avec les nutritionnistes, les diététiciens. On veut que ça soit facile pour que que les choses soient faciles et pas difficiles. Alors, il y a certaines choses que je pense, dans ce genre de conversation-là, quand on parle d'information, de mésinformation, littératie scientifique, je pense que ça, ce sont des termes qui sont flottés et c'est juste présumer que tout le monde sait ce que ça veut dire. Et je serais intéressé de prendre une seconde avec toi pour parler de c'est quoi la littératie nutritionnelle, par exemple.
Alors, juste pour dire, si c'est quelque chose qu'on veut défendre, qu'on veut avoir, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? Alors, je vais rajouter à ça. Alors, je dirais la littératie alimentaire et nutritionnelle. C'est pas juste la, la science, mais c'est aussi comment les gens vont acheter leur nourriture, prennent des décisions, interagissent avec leur environnement pour choisir l'orange au lieu du jus d'orange. Et ensuite, aller à la maison et être capable de préparer un repas. Alors, prendre la poitrine de poulet au lieu du poulet congelé. Être capable d'aller à la maison et de préparer, tu sais, si c'est des croquettes de poulet, acheter la panure et les faire au lieu d'acheter ce qui est congelé et les mettre au four. Tu sais, faites-les vous-même. Alors, ça prend toutes les habiletés, le savoir pour être capable de pas juste comprendre ce que vous allez manger, mais comment le faire, comment le choisir et ensuite comment le préparer. Et pas juste, bien sûr, vous donner de la salmonelle, vous assurer que c'est la bonne température et tu sais, combien de manger aussi. Alors, écoutez son corps. Ah, je suis plein, j'ai pas besoin d'en avoir d'autres. Ce genre de choses-là. Alors, il y a beaucoup de morceaux. C'est très large, mais aussi savoir, j'ai besoin de manger des protéines, j'ai besoin de manger de la fibre, des fruits et des légumes. Je vais choisir des choses qui sont consistantes avec, tu sais, les protéines et, tu sais, fruits et légumes. Je crois qu'il y a une question de, tu sais, quand je vous entends en parler comme ça, c'est rassurant pour moi parce que c'est pas comme je mange bien, je mange mal. C'est que il y a toutes ces étapes où je peux prendre un pas et je peux en apprendre plus et je peux prendre une action sur ces choses spécifiques-là ou apprendre plus sur les protéines et apprendre plus sur les fibres. Alors, pour moi, c'est utile de l'entendre. C'est pas comme, OK, tu sais, c'est pas, je suis pas, tu sais, je connais pas, j'utilise beaucoup mes mains aujourd'hui, mais c'est pas juste, je sais tout ou je sais rien. Oui, alors pour les littératies, vous pouvez le voir comme un spectrum. C'est pas juste une chose. C'est une combinaison de plusieurs choses. Alors, des fois, ça peut être trop. Tu sais, si vous commencez avec très peu de littératie alimentaire, mais c'est un bel endroit où être parce que n'importe quel changement, n'importe quel apprentissage va être utile versus commencer à haut niveau et là, c'est difficile de faire encore plus d'amélioration. Alors, quand on commence, juste rajouter un fruit, un légume à votre diète par jour, un, un de moins de nourriture transformée, ou, tu sais, toutes ces choses-là font une différence. Oui, puis je pense que c'est utile de penser et je suis intéressé à entendre et je vais vous poser la question sur la nourriture transformée, mais la raison que vous voulez pas faire ça, c'est pas parce que c'est la pire, mais c'est cette nourriture-là spécifiquement dans la façon dont j'ai besoin est mieux. Alors je vais prendre celle qui est meilleure et pas juste parce que je peux pas manger ça. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très courant, surtout le ultra transformé. Puis je pense que c'est un bon cas de regarder comme un, un point de rencontre pour toute cette information, puis les médias sociaux What et what les what incitatifs is the financiers. state Alors, of c'est quoi what do we l'état have to know about ultra de processed foods right qu'est-ce now? qu'on doit savoir au sujet des nourritures très transformées? OK, ça va être très impopulaire et anti, mais on sait rien. Alors, la terminologie pour la nourriture ultra transformée, ça a été créé
des chercheurs au Brésil et c'est une façon de catégoriser la nourriture qui peut être recommandée dans leur guide. Alors, qu'est-ce qui peut être recommandé dans les écoles, dans les hôpitaux? L'information qu'on peut donner aux consommateurs, ça guide les politiques, ça guide comment la nourriture institutionnelle peut être gérée et les messages publics. Alors, qu'est-ce que nous, on doit savoir? Rien. Qu'est-ce qu'on doit savoir à propos des aliments transformés? Plein. Alors, la nourriture ultra transformée, c'est un terme utile pour la politique, mais inutile pour les consommateurs parce que on ne doit pas savoir le niveau de transformation d'une nourriture pour choisir. Alors, si on a le cas de, par exemple, des pépites de poulet, alors, on peut avoir des pépites de poulet transformées végétales. On peut avoir transformé. On peut avoir la version qui est encore crue qu'on peut cuire à la maison ou on peut acheter. Alors, celle qu'on achète, qu'on fait cuire à la maison, c'est le moins transformé, mais ça veut pas dire que c'est mieux pour toi que la version où c'est déjà cuit. Ça dépend. Si vous êtes pour le faire frire dans une friteuse, alors je pense pas qu'il y a beaucoup de différence. Et si on regarde les pré-cuites qu'on met dans le four et le comparer le poulet versus le végétal, c'est transformé. Est-ce que c'est ultra transformé? Qu'est-ce que le consommateur doit faire? Quel qui a le plus de protéines? Quel qui a le moins de gras saturés? Quel qui a le moins de sel? Vous n'allez pas avoir cette information-là sur les ingrédients, mais vous allez avoir ça sur la boîte. Quand vous regardez les choses en boîte, et au Canada, on a le nouveau symbole qui nous montre, tu sais, haut en sel, en gras saturé ou haut en sucre. Alors, ça, c'est un exemple. Si vous voyez ça sur vos pépites de poulet, vous le voyez pas sur une autre boîte. Vous avez une façon facile de voir quel... Bon, les deux sont transformés, mais lequel serait un peu mieux. Et si on regarde derrière la boîte, peut-être spécifiquement, vous allez voir les ingrédients que vous allez reconnaître. Alors, les choses transformées, ça devient un gros mot, mais la réalité, c'est que si vous avez des enfants, si vous avez une grosse job, si vous êtes occupé, c'est pas grave c'est quoi la situation. Tout le monde va devoir utiliser un produit facile à utiliser et les gens doivent faire ils doivent faire leurs emplettes selon leur budget, leur temps et la réalité de la disponibilité. Alors, oui, en mon opinion, les consommateurs ont pas besoin de savoir au sujet des nourritures ultra transformées, mais savoir un petit peu au sujet de qu'est-ce qui est dans la nourriture, c'est très important. Alors, mon message aux parents, aux enfants, à tout le monde, c'est de faites attention à ce qui est dans la nourriture. Est-ce que ça a trop de sel, trop de sucre, trop de gras saturés? Et ça, c'est un bel endroit où commencer. Si vous avez beaucoup de littératie, si vous avez un doctorat en nutrition ou vous avez vous avez beaucoup d'intérêt et vous êtes très bon à comprendre l'information, allez-y, poussez ça. Mais un bel endroit où commencer, c'est juste recommencer les sucres, le sel, le gras saturé, parce que ça va main dans la main avec la nourriture transformée. La deuxième partie, c'est que c'est pas grave quelle sorte de diète vous êtes. Vous avez ou vous faites n'importe quel changement vers le mieux, quoi. Réduire le sucre ou réduire les gras saturés ou moins de nourriture frite ou arrêter de commander de la malbouffe. Souvent, ça coïncide avec moins de nourriture transformée. Alors,
peu importe la position que vous prenez, si vous voulez arrêter de manger de la nourriture transformée, ça va juste aider votre diète en général. Mais vous n'avez pas besoin d'être si spécifique et aller si loin. Oui, puis si on revient au début, en vous disant la nourriture va causer le cancer, souvent les gens parlent de nourriture transformée de cette façon-là. Puis on va finir là-dessus, mais c'est quoi le danger de la mésinformation? En général, ça veut dire que les gens perdent l'argent, mais souvent, il y a des cas où les gens, en fait, mettent de côté des traitements valides, vérifiés pour leur maladie. Alors, par exemple, pour le cancer, et vont ensuite trouver des traitements alternatifs basés sur de l'information qui ne va pas les aider. Et en fait, des fois, vont empirer. Euh, et il y a un cas du vinaigre de cidre, un influenceur de vinaigre de cidre. Elle a fait semblant d'avoir le cancer, puis elle a trouvé des produits, des traitements, une idéologie, et les gens ont arrêté de prendre leur chimiothérapie et ont commencé à suivre ses instructions. Et bien sûr, euh, euh, c'est, et je pense que cette personne-là est maintenant en prison pour fraude, mais il y a des gens qui ont suivi sa mésinformation, euh, ils ont eu des pires résultats au niveau de leur santé. Et ça, c'est un cas extrême. Généralement, les gens vont juste perdre un petit peu d'argent puis un petit peu de temps. Oui, et je pense que il y a une question de, on vit déjà dans un temps très stressant et être stressé au sujet des choses auxquelles vous devriez pas être stressé. Oui, puis je rajouterais, tu sais, perdre l'argent, perdre le temps, mais tu sais, beaucoup de l'information, de la mésinformation crée beaucoup d'anxiété et ça fait du mal à notre relation avec la nourriture, surtout pour les jeunes. Alors, merci beaucoup pour votre temps, pour la conversation. Je pense que c'est le genre de choses qu'on pourrait discuter pour toujours parce que la nourriture, elle est partout et dans tout. Et je pense que pour les patients en cancer colorectal dans cette communauté-là, c'est très spécifique, c'est très dangereux. Ça a beaucoup d'impact émotionnel et surtout parce que il y a des changements nutritionnels et des inquiétudes pour une stomie, pour quand on a un traitement. Tu sais, les gens, la nourriture a un impact matériel et devoir compétitionner avec la mésinformation, ça a tellement un impact direct sur l'impact des gens. Alors, je suis très heureux qu'on a pu discuter de ça. Alors, merci pour ça. Où est-ce que les gens peuvent trouver ton travail si les gens veulent savoir où tu es? Alors, en ce moment, c'est plus académique. Alors, définitivement, à travers le site web de l'Université d'Ottawa, leur site web, mon travail peut être trouvé là. Et je peux être rejoint par courriel. Merci, Dr. Fernandez. Merci pour votre expertise. Et pour les gens qui écoutent, si vous avez des questions, écrivez-nous à cancercolorectalcanada.com et nos médias sociaux parce que nous devons compétitionner pour vos yeux. C'est sur YouTube. Regardez combien de gens nous écoutent. On est désavantagé au niveau de l'algorithme. Alors, merci pour tout, Dr. Fernandez. Merci de nous écouter. Passez une excellente journée. Merci, au revoir.